C'est-à-dire que c'est un vrai outil de travail pour nous. Depuis le départ, ça a été un lieu dans lequel on peut travailler, on peut répéter, on peut expérimenter des choses, on peut présenter des étapes de travail. Donc on participe depuis plus de 15 ans aussi à faire de la diffusion sur la création musicale, donc essentiellement donc, sur les musiques expérimentales, les musiques improvisées, mais aussi on a aussi invité des choses qui étaient plus proches de la musique contemporaine. Et ça, on le fait depuis longtemps, et aussi avec le constat qui est important quand même de redire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gros festival qui est spécifiquement tourné sur la création musicale dans la région. Et il n'y a pas vraiment d'autres scènes dédiées spécifiquement à ces programmations-là. Ça, c'est peut-être un problème sur la diffusion et l'existence, qu'on revienne un petit peu là, à comment on peut rendre possible cette création musicale au sens large. C'est qu'il faut aussi qu'il y ait des possibilités de le faire. Et donc je reviens à cet exemple-là, ce lieu auquel on est associé. Peut-être que c'est un petit peu mieux là. Pour nous, ça a été très important d'avoir ce lieu-là, parce que sinon, il y a énormément de projets artistiques, de projets de musiciens, de compositeurs, d'improvisateurs, d'interprètes, qui n'auraient jamais pu se développer sans un lieu comme ça, et qui est chose qui se fait de façon assez précaire, pendant très longtemps, un petit peu moins peut-être aujourd'hui. Et il y a une chose aussi qui est importante pour nous, c'est que dans la création et diffusion, dans les musiques aussi qu'on essaye de mettre en avant, sont complètement imbriquées l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de propositions qui sont faites à partir d'œuvres qui sont soit ouvertes, soit sur un travail sur l'improvisation. Et ce travail de diffusion et de création, il est simultané, quoi. Il est très important pour nous. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ce lieu dans lequel on peut travailler régulièrement, et depuis quelque temps, on a une programmation qui est hebdomadaire. Je dis ça aussi parce que ce n'est pas uniquement pour les artistes et pour le développement, pour la création, c'est aussi pour les publics. Parce que, et je rebondis par rapport à des remarques qui avaient été faites ce matin, je ne sais plus qui disait ça, mais qu'il y a une vraie difficulté en fait à avoir une régularité, quoi. C'est-à-dire que dans certains lieux importants de diffusion, c'est vraiment très difficile pour la musique de faire des séries, par exemple. Où est-ce qu'on peut faire 5, 10 fois une proposition musicale, comme ça, chose qui se fait plus aisément, il me semble, en théâtre ou en danse un petit peu moins. Et je voulais juste présenter cette réalité-là pour dire que c'était assez problématique, parce qu'on aurait besoin de lieux et de propositions comme ça, et on a parfois du mal aussi à trouver ces espaces de diffusion. Et ça, je pense que c'est important de le dire aussi. Enfin, là, je parle au nom du collectif, mais je pense qu'il y a d'autres artistes aussi qui font un travail de création musicale dans la région, et qui éprouvent aussi des difficultés, quoi, à trouver les espaces pour présenter leur travail, et puis pour faire mûrir aussi leur travail d'artiste et de créateur musical. Et en passant, voilà, je dis aussi que c'est pas forcément simple, parce que parfois on est à la lisière entre avec ce terme de création musicale, on l'a entendu ce matin d'ailleurs, sur le concept de musiques actuelles, qui reste quand même assez flou encore pour moi. Et on entend aussi qu'il y a une volonté de croisement, en fait, de casser ces barrières-là. C'est pas si simple dans la réalité, quoi. On voit que nous, on a aussi du mal à se connecter avec des SMAC, par exemple, alors qu'il y a des choses qui pourraient avoir, avoir lieu dans ces espaces-là, mais c'est pas si simple que ça, en fait, de se connecter à ces espaces-là. Je vais peut-être pas développer complètement, j'aurais d'autres choses à dire, mais peut-être qu'on a besoin de faire un petit tour. D'accord. Donc j'ai bien entendu la revendication, si j'ose dire, du collectif, en disant la grande difficulté, c'est au fond cette sorte de relation partenariale avec un lieu, et ça c'est absolument indispensable. À côté de vous, il y avait un compositeur qui dit il faut parler du compositeur. On a une demande de la composition, on a une demande d'un collectif qui a besoin du lieu, et puis à côté de vous, vous avez une compagnie qui, elle, travaille à travers et les lieux et les compositeurs, et puis qui arrive à essayer d'inventer tout ça. Ça passe aussi par toutes ces difficultés, par ces interrogations, où au fond, c'est à cet endroit-là qu'on arrive à aboutir autrement. Donc, bonjour. Thierry Poquet. Moi, je suis metteur en scène. Alors, c'est vrai que j'ai fait une formation de musicien quand j'étais jeune, conservatoire, compositeur, jazz, musique contemporaine.
et que ça m'a un petit peu accompagné tout au fil de ma carrière. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, la notion de territoire m'intéresse beaucoup. Territoire en termes géographiques, continent, territoire humain, l'autre, la différence aussi de classe, d'origine, de culture. C'est des choses que j'essaie de mettre en perspective. Donc c'est le lien, moi, qui me branche actuellement. Je vais vous montrer quelques images au travers de mon travail. On va parler un petit peu de ça, de territoire et de spectacle vivant. Alors, 2 secondes de technique. Donc un petit branchement pour diffuser un document sonore et visuel, en précisant donc que tu es directeur artistique et metteur en scène organisé sous forme de compagnie malgré tout. Oui, tout à fait. Donc ma compagnie, c'est Eolissonge, qui est basée sur l'île. J'ai une structure de production sur l'île et je mène des spectacles un peu partout dans le monde. Là, attendez une seconde. Je retourne mes images, elles ont disparu. Ça, c'est ma maison. Ah, sa maison. Ah, ça va. Très jolie. Hop, ça arrive. Oui. Hop, flèche, touc. Et voilà. Donc là, je vous parle de projets que j'ai réalisés dernièrement. Ça, c'était le spectacle d'ouverture du 20e Festival des musiques sacrées du monde de Fès au Maroc. Et là, le terme de territoire, j'étais servi puisqu'on a mis en scène un poème persan de Faridud Attar, La conférence des oiseaux, qui est un voyage initiatique soufi, qui traverse 7 vallées, 7 épreuves, 7 vallées. Et on a fait une transposition entre 7 vallées, 7 continents, 7 cultures et 7 religions. Donc c'est un plateau important, c'est 20 acrobates de l'École nationale de cirque du Maroc, Chamsi, et 50 musiciens du monde entier, avec des danseurs, etc. Donc c'était une expérience très forte, musicalement. D'abord, j'ai dû ingurgiter 7 livres sacrés, ce qui est pas mal, vu ma petite tête. Et puis après, rencontrer ces musiciens, tisser avec eux des relations, écouter leur musique, essayer de la comprendre un minimum, et d'arriver à orchestrer ça avec un compositeur iranien qui s'appelle Arash Sarkeshik, un film musical qui dure 2 heures et qui plaise à la reine. Puisque c'est un spectacle qui se passe en présence de la reine et du roi à Fès, dans la cour Bab el-Makina. Donc voilà, ça c'est un des projets que je mène actuellement. On s'éloigne un tout petit peu du territoire de la grande région. Oui, un petit peu, mais on va y revenir très rapidement. Deuxième projet que je vais vous montrer, c'est un travail que je mène actuellement, création en janvier 2015 dans le cadre de l'île 3000, Renaissance. Alors Renaissance, suite à ça, c'est un projet qui m'a... C'est le Simorgue, c'est la Majesté suprême. La Renaissance, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. J'ai continué à travailler là-dessus. Et... une seconde. Pour traiter du thème... Voilà. Pour traiter du thème de la Renaissance, j'ai décidé de travailler sur 3 continents. L'Amérique du Sud avec le Brésil, l'Afrique avec le Maroc et... et le territoire de l'île. Et donc je suis allé poser des questions dans les prisons pour mineurs au Brésil. Qu'est-ce que c'est pour vous la Renaissance, vous qui vivez un parcours de chute? Qu'est-ce que c'est pour vous de renaître? J'ai fait la même chose dans la société civile brésilienne et puis la même chose au Maroc, auprès de jeunes gens qui rêvent d'une seule chose, c'est de quitter le Maroc. Et le seul pays où ils ne veulent pas aller, c'est la France, entre parenthèses. Et après, j'ai continué à faire ce travail-là d'interviews, de rencontres sur 4 quartiers de l'île, en mélangeant des gens de toutes origines, de tout âge et de toute culture. Alors là, il y a effectivement ce rapport au territoire multiple, humain. Le spectacle sera un spectacle mené par 2 comédiens professionnels, Jacques Bonafé et Corinne Maziero, acteurs de cinéma et de théâtre, et 120 participants amateurs. Donc il y a à peu près une 60aine de comédiens amateurs, une 40aine de musiciens amateurs et une 20aine de danseurs hip-hop amateurs. Et l'idée, c'est aussi l'enjeu d'arriver à tisser une œuvre qui soit menée par une écriture artistique de haut niveau,
tout en permettant la participation de gens qui pratiquent, certains pour la première fois, du théâtre, la musique ou de la danse, quoi. Autre expérience? Autre territoire, la relation entre la science physique des particules élémentaires et l'art, au travers d'une expérience particulière qui s'appelle Antares, qui est immergée à 2500 mètres de profondeur sous la Méditerranée. Donc ils plongent comme ça des yeux, il y en a 400, sous des lignes, et ils observent le cosmos en regardant vers le fond de la Terre. Et en regardant comme ça vers le fond de la Terre, ils se servent de la Terre comme filtre pour détecter des particules qu'on appelle des neutrinos. Alors le neutrino, son surnom, c'est le messager cosmique. Le neutrino ramène des informations depuis le cosmos, depuis les origines du monde. Il arrive, il traverse la Terre, des fois il a été créé il y a 13 milliards d'années, hein. C'est des vieux voyageurs, des vieux routards. Il traverse la Terre, il est détecté par le détecteur Antares. Et ce qui a intéressé mon compagnon plasticien, Laurent Mulot, c'est qu'il a demandé aux scientifiques de faire une cartographie des points d'entrée de ces neutrinos dans la Terre. Et il est allé voir les différentes cultures archaïques qui l'intéressaient, donc les Maoris, les Mahafali à Madagascar, les Inuits au Groenland et les marins de l'Antarctique. Et c'était de créer comme ça, au travers d'une expérience de physique fondamentale, une relation entre des savoirs les plus pointus, actuels, et des savoirs anciens. Donc cartographie de savoir. Ce qui nous a reliés en fait aussi, et ce qui permet de donner naissance à l'œuvre, c'est qu'on s'est retrouvé sur le même vecteur qui est l'onde, en fait, l'onde quantique, hein, l'onde de l'émotion ressentie par les peuples premiers face au mystère de la vie, mais aussi l'onde de la voix. Et sur scène, donc, ce seront 2 comédiens et un chœur de chanteurs, de solistes, spirituaux du chœur Benjamin Britten de Lyon. Hein, et voilà, donc c'est aussi une cartographie particulière, physique, sciences, art, territoire futur, territoire archaïque, recherche fondamentale, psychologie symbolique, et ce qui réunit ça, c'est la musique. Voilà, donc ça c'est les expériences qui sont en cours. Rapidement, moi ce qui m'a intéressé, c'est de mettre des comédiens sur scène, pardon, des musiciens sur scène, si possible sans partition, pour qu'ils soient vraiment dans un enjeu de plateau, un enjeu physique. Et voilà, il y a eu plusieurs œuvres comme ça de théâtre musical qui sont nées depuis une vingtaine d'années, quoi. Oui, alors ça c'est le tour de tes activités, si j'ose dire, mais par rapport à la thématique qui était en quoi, j'allais dire, les écritures croisées fertilisent un territoire, comment tu vois cette chose-là? Je peux prendre l'exemple du dernier projet, là, sur l'art et la science. C'est un projet qui se forme de manière agglutinante. On arrive sur un territoire et on commence par rencontrer des gamins dans des collèges ou des lycées. On les fait rentrer dans une bulle transparente de plastique. Ils envoient un message aux Inuits, aux Mahafali ou aux Maoris, et on les filme et ils sont intégrés au spectacle. On a une série de représentations à Paris où là, à chaque représentation, on associe des musiciens, des chamans, des scientifiques qui montent sur scène, qui sont filmés et réintégrés au spectacle. En fait, l'écriture est agglutinante, c'est-à-dire que chaque expérience, chaque rencontre, que ce soit avec des enfants, avec des adolescents, des scientifiques, des chamans, des musiciens, est intégrée au spectacle. Et on arrive comme ça à une écriture qui se fait au contact des gens et des territoires, quoi. Valeur agglutinante. Yes. Et comment tu la définirais? Peut-être, on va finir le tour et puis on reviendra à cette valeur agglutinante. Donc un mot des activités d'Artzoid dont on a un peu parlé ce matin, mais on peut continuer maintenant, par rapport à cette présence. Vous êtes, j'allais dire, c'est pas vous faire injure que dire que vous êtes des anciens dans le territoire. Et au filtre justement de cette problématique qui est comment l'activité de création croise et fertilise le territoire, comment tu racontes la chose, toi?
Mais je suis un peu babin là, parce que Oui. ça part un peu, c'est vrai, dans... Bah, Dans beaucoup de sens, raconte, hein, oui, chacun raconte chacun. son histoire personnelle, Oui, et oui. c'est vrai que c'est pas facile de C'est tirer vrai que le point commun. c'est difficile d'extirper son histoire personnelle de l'histoire De l'histoire de qu'on est tous, aujourd'hui, et de l'histoire du futur surtout. Et en plus, d'en extrapoler le futur, c'est encore plus compliqué. Personnellement, je rejoindrais plutôt André Dion sur le parcours de l'artiste. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, c'est juste un fil rouge quelque part, et que tout le reste se construit par rapport à ça. C'est-à-dire que personnellement, j'ai été beaucoup sollicité pour faire autre chose que le guignol en musique. D'abord par mes parents, ensuite par mes amis, etc. Et puis finalement, on s'accroche et on construit quelque chose. Mais on ne sait pas qu'on construit quelque chose, on s'en aperçoit beaucoup plus tard, quand on fait un petit point. Donc pour ma part, ça a été c'était la musique. Donc même si j'ai d'abord écrit écrit sur du papier des textes avant de faire de la musique, mais j'ai toujours été nourri par une envie d'écriture dans le sens très large du terme. Et partant de là, j'écoutais beaucoup de musique, donc j'étais aussi auditeur, spectateur. Comme je vivais dans une ville de province où il n'y avait absolument aucun concert, donc c'est évidemment le disque qui m'a amené la plus grande partie de mon savoir, parce qu'au conservatoire, aux écoles de musique, on n'apprenait pas la musique, on apprenait juste l'instrument et solfège, à mon époque en tout cas. Et donc je me suis construit un imaginaire complet autour de la musique, et comme j'entendais pas la musique que je voulais entendre, je me suis dit que j'allais la faire moi-même. C'est comme ça que je suis devenu compositeur. Je crois que beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, que ce soit en cinéma, en peinture, en littérature, etc., écrivent parce qu'ils ne lisent pas ou ils ne voient pas ce qu'ils ont envie d'écouter, de voir, etc. Donc après, comme il fallait jouer sa musique et qu'il n'y avait personne pour la jouer, je me suis dit je vais faire mon groupe. Je vais la jouer moi-même. Et je me suis allié aussi, parce que l'alliance fait la force, on l'oublie souvent. Et donc je me suis mis en quête de partenaires, de compères, et j'en ai trouvé évidemment. Le premier, c'était en la personne de Thierry Zaboitzef, qui m'a accompagné plus de 25 ans sur la construction du groupe Arzoid, qui était au départ un groupe de rock, donc qui vient tout à fait des musiques actuelles. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Quand on nous dit aujourd'hui, vous faites quoi comme musique, j'ai souvent envie de dire qu'on est toujours un groupe de rock parce qu'on fait de la musique amplifiée. Donc souvent, on qualifie la musique actuelle comme étant une musique amplifiée. Chic, je dis, ça tombe bien, moi aussi, elle est amplifiée. Mais celle aussi des studios électroacoustiques. Parmigiani et Pierre-Henry font de la musique amplifiée aussi. Exactement, c'est pour ça on est tous des potes. On va faire un groupe de hip-hop ensemble, je crois. Ah oui, d'accord. Mais voilà, cela dit, après, les choses s'enchaînent naturellement dans la vie. On était beaucoup un groupe instrumental au début, instrumental dans le sens qu'on utilisait des instruments type violon, violoncelle, trompette, basse, clavier, etc. Pas de batterie ni dans le sens rock du terme, justement. Il n'y avait pas de chant non plus dans le sens chanson accompagnée par des musiciens. Donc ça, c'est quelque chose qui était qu'on n'aimait pas, voilà, tout simplement. Et donc, on a aussi eu envie d'introduire dans la musique des choses, des bruits de la vie, des bruits extérieurs, des bruits d'usine, des bruits de foule, des bruits d'instruments amplifiés. Donc, quand est arrivé le sampler, pour ne pas le nommer, le sampler, l'échantillonneur comme instrument de musique, on s'est rué là-dessus comme des insectes sur la confiture. Et donc, il y a eu un changement radical d'écriture où finalement, on a joué des orchestres imaginaires, si je puis dire, qui étaient basés presque à 80% de sample, de sampling, mais pas dans le sens où il est employé beaucoup maintenant dans
dans la musique électro, mais dans le sens d'une musique un peu je dirais pas à la Pierre Henry, mais j'irai pas jusque-là, mais où la musique électro-acoustique, d'un seul coup, entrait sur scène et pouvait être jouée, saucissonnée si on veut, mais jouée en direct par les musiciens, avec des nuances, avec des fortes pianos. Est-ce qu'on oublie que la musique électroacoustique, elle n'est pas non plus figée, et même la musique sur sample non plus, c'est pas quelque chose qui est complètement immobile et non interprétable. Donc en plus on joue avec, surtout au début on jouait avec, on a fait pas mal de projets avec le cinéma muet, et on jouait avec des projecteurs 35 qui honnêtement ne passaient jamais tout à fait à la même vitesse. Donc les partitions étaient aussi prévues pour quelques mesures en moins, etc. Et puis il y a toujours une part, non pas d'improvisation dans le sens où c'est une pratique artistique, mais juste une envie artistique du compositeur de dire à un moment donné, c'est un cri. On ne va pas écrire les notes du cri, on décrit les choses, et puis le musicien fait le reste. Bon, ça a toujours été aussi quelque chose d'important. Et pour finir donc, on est arrivé au point où on avait tellement développé des choses, entre guillemets, électroacoustiques qui faisaient partie de notre paysage de création, qu'on a créé notre propre studio, d'abord sur fonds propres, et puis ensuite avec l'aide de fonds fédères, mais beaucoup plus tard. Et puis moi je ne supportais pas de voir ce studio servir qu'à nos créations et qui était vide des semaines entières, et on s'est dit, tiens, il faut vraiment l'ouvrir à des utilisateurs qui en ont besoin, à des groupes qui ont envie de répéter, peut-être un peu au début. Et puis on s'est aperçu surtout qu'on avait envie d'inviter des compositeurs. Et là, on rejoint l'histoire de Arzoy Studio, qui a démarré donc d'abord réellement en 1998, je pense, avec notre aventure avec l'Orchestre de Lille. Ça, c'était pour la partie comment on fait les choses, comment on en vient là. Bien sûr, ça c'est un peu l'histoire d'Arzoy. Voilà. Mais je peux passer la parole à Monique qui va compléter le côté plus contemporain. Non mais... Elle en brûle d'envie. Vas-y, si Monique a quelque chose à dire. Non, c'est que je pense qu'il y a un petit élément aussi pour compléter. Oui. C'est qui amène au territoire et au croisement et aux écritures croisées, parce que c'est aussi la thématique. C'est la thématique de cet après-midi. C'est que je crois qu'une des particularités d'Artzoid a été de faire. Moi, ça fait 16 ans que je travaille pour Artzoid. Le premier concert que j'ai vu d'Artzoid, c'est cette année pour les 44 ans et demi. Bon, j'exagère, il y a eu des expériences avec l'Orchestre de Lille et puis avec Ars Nova, mais c'est quand même des moments qui ont été très rares. La particularité, c'est j'ai toujours vu Artzoid, moi, avec du cinéma muet au départ, et ensuite, donc travailler au départ sur quelque chose qui était quand même quelque chose d'écrit, parce que cinéma muet, le réalisateur est mort et le film est un petit peu comme un livret d'opéra. Mais après, j'ai vu Artzoid travailler avec des plasticiens, avec Dominique Barbier. J'ai vu Gérard travailler, parce que Gérard est directeur artistique d'Artzoid et principal compositeur. J'ai vu Gérard inviter des compositeurs qui étaient en résidence à travailler avec ses propres projets. Et j'ai vu, d'ailleurs on pourra montrer un petit peu quelques extraits, j'ai vu des artistes arriver chez Artzoid qui n'étaient pas des compositeurs, qui n'étaient pas des gens de la musique, mais qui étaient par exemple des plasticiens, des vidéastes, des chorégraphes. Et tout ça nous a amené à réfléchir sur des montages de projets un petit peu de manière différente. Alors on a participé avec le Frénois et avec Clarisse quand elle était au CECN à des projets transfrontaliers qui nous ont permis à nous aussi des croisements avec la Fondation Royaumont justement, qui nous a permis d'aider non seulement des compositeurs, mais d'aider aussi des projets d'artistes, quels qu'ils soient. Alors ça pouvait être un chorégraphe qui avait besoin, qui avait envie, non pas de travailler sur du Mozart, mais de travailler avec un compositeur bien vivant, mais qui n'avait pas forcément les moyens de le faire. Donc nous, on apportait cette production-là.
Donc on a essayé, et c'est pour ça aussi qu'on tenait à cette thématique cet après-midi quand on a construit cette journée, c'est qu'on a essayé après de chercher des partenariats à gauche, à droite. Donc il y en a eu un comme ça avec Royaumont. À un moment donné, on s'est posé la question avec le Frénois, mais ce n'était pas si simple parce qu'il y avait aussi déjà ce partenariat avec l'IRCAM. Il faut dire aussi que même si on a des envies, co-construire des choses ensemble, ce n'est pas forcément facile. Et que quand on s'appelle Artzoid, ça a moins de poids aussi, il faut le dire, que quand on s'appelle l'IRCAM. Donc quand on veut co-construire des choses ensemble avec des institutions, il faut aussi savoir où on se place et comment, ce qu'on peut apporter, mais quelle plus-value on apporte ou quelle moins-value aussi on peut apporter. Enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est que aussi je prends un peu la parole, mais par rapport à ce que tu disais, André, sur la place de l'artiste, la particularité d'Artzoid, c'est que c'est animé par un artiste, Gérard Rourbette, par des compositeurs qui l'entourent, André, Sermilan, il y a Karl Faya, il y a des musiciens. Et ces artistes, ils ont voulu offrir des espaces de travail, des espaces de production à d'autres artistes qui soient musiciens ou pas, ils ont voulu transmettre. Et par rapport à ça, il nous semblait intéressant aujourd'hui de faire un état des lieux sur cette expérience-là, de se dire, bah voilà, c'est pas une expérience purement musicale, parce qu'il y a des moments, on a aidé des plasticiens. C'est pas facile, parce qu'on accueille chaque année des jeunes artistes dans le cadre du dispositif DRAC pas à pas. On a quand même on a eu une première artiste qui venait des arts plastiques. On avait la deuxième année déposé un autre dossier avec quelqu'un qui venait de l'école des Beaux-Arts, qui était une artiste formidable. On nous a répondu à la DRAC, délégation de la musique, quand est-ce que vous prendrez des vrais musiciens? Parce que les plasticiens qui font des sculptures sonores, c'est pas vraiment de la musique, donc c'est pas vraiment notre délégation. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à mener et pour lequel on milite. Parce qu'on ne croit pas, je crois pas trahir Gérard ou André. Je crois qu'on pense que l'avenir de la musique, il est là-dedans. Il est dans ce croisement, cet enrichissement mutuel qu'on peut avoir, et surtout sur la définition de... Si on peut aider, en tant que structure, là, les artistes à mieux définir ce qu'ils ont à dire, à leur donner un espace de liberté, comme quand on t'a accueilli aussi, André, sans rien exiger d'autre, en laissant la porte ouverte, en essayant de trouver les moyens. Je crois qu'on a tout à gagner à ça, quoi. Enfin, c'est un peu désordre, je suis désolée. Oui, on est... Je voulais juste rajouter une chose par rapport à ce que disait Monique, c'est essentiel, c'est-à-dire que la technologie ne fait pas tout, mais c'est aussi un microscope, et bon, on peut s'en servir. Mais c'est, en tous les cas, depuis Schaeffer et Henry, on sait que la musique est partout. Après, il y a des cultures qui n'ont pas besoin d'enregistrement pour s'en apercevoir, puisqu'ils vivent avec cette conscience-là au quotidien. On est en Occident, on vit avec nos outils. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la musique est partout et elle peut être pensée autant par des plasticiens que des danseurs, que des comédiens, etc. C'est-à-dire qu'un comédien, il travaille sur la musique autant qu'un musicien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui me passionne. Et pour moi, l'avenir de la musique, il est vraiment là. C'est-à-dire quand on arrêtera de penser que c'est forcément l'héritage d'une culture exclusivement. C'est avant tout des rencontres, c'est avant tout un questionnement, c'est avant tout des possibilités de territoire où on est en véritable liberté. Et oui, ce qu'on fait, c'est à l'échelle de Artzoid, ce que je peux faire, c'est à l'échelle des sessions. Toujours est-il que ça commence depuis 10 ans à un petit peu irriguer le territoire. J'entends, mais pardonnez-moi, parce que j'ai la lourde tâche de modérer un débat qui part un peu dans toutes les directions. Permettez-moi ce constat un peu, pas pessimiste, mais un peu étonné quand même. J'entends malgré tout une certaine amertume, c'est un terme grand, mais disons... On a lancé l'idée d'un débat où, je vous le rappelle, comment les nouvelles alliances, comment les nouvelles collaborations, imaginer les missions, les identités de chacun, les domaines qui se croisent. Et j'ai le sentiment d'entendre des voix singulières qui sont chacune dans leur territoire, qui font ce qu'elles peuvent, ce qu'elles essayent de faire, mais qu'au fond, ce croisement, il n'est pas facile. Il se heurte à des grosses difficultés, plus ou moins réelles.
Voilà, j'entends ça, peut-être que j'exagère un peu, mais il y a un paradoxe là-dessous. Oui, Clarisse. Je crois que, en tout cas, moi, ce qui ressort de la discussion et aussi de l'expérience que moi je peux avoir à différents titres, c'est qu'aujourd'hui, que l'on travaille dans l'enseignement ou comme institution culturelle ou comme artiste, en fait, on ne peut pas travailler sans partenariat. On ne peut pas travailler sans collaboration. Et alors après, ça ne veut pas dire que les choses sont faciles. C'est-à-dire qu'effectivement, cette question de la taille des structures, des tutelles aussi, puisqu'en fait, l'université et les institutions culturelles ne correspondent pas à la même tutelle et ça pose des problèmes tout simplement de conventions, de partenariat, etc. Enfin, très concrètement, nous, l'université, pour signer la convention de partenariat avec Arnzoid, on a mis plus d'une année. Alors que ça fait 10 ans, on a 10 ans d'expérience de travail en commun avec effectivement des étudiants qui sont passés chez Arnzoid dans la classe de compo, qui ensuite, parfois, on en a quelques-uns, enfin on en a un qui a fait le Frénois, d'autres qui ensuite sont revenus dans le dispositif pas à pas d'Arnzoid et d'autres structures. Donc les choses elles se font encore beaucoup au cas par cas. Et c'est quand on passe à cette autre échelle qui est le fait d'un seul coup d'institutionnaliser et de dire voilà, maintenant les choses vont devenir récurrentes, stables, quasiment automatiques, que ça continue à être compliqué à mettre en œuvre. Voilà, pour plein de raisons. Mais je crois aussi que ce que je trouve assez enthousiasmant dans ce qui se dit autour de cette table, c'est effectivement la volonté, malgré tout, des acteurs, même si on a des difficultés, et qu'on a des difficultés depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans parfois, de continuer à vouloir le mettre en place. C'est indéniable. Et de continuer à se battre pour le mettre en place. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui fait peut-être aussi la force de ce territoire-là, et de la manière aussi dont les choses sont en train de se construire dans cette grande région. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de développer ces partenariats tout en ayant une culture déjà du partenariat. Oui, il y a des micros partout. Non, je pensais à l'issue de toutes ces réflexions, il y aurait peut-être un métier qui serait intéressant à inventer pour la future grande région, c'est celui de passeur d'art. Parce qu'on est tous finalement, chacun dans une structure avec des projets de compositeurs, des projets de développement, de pédagogie, etc. C'est vrai qu'en plus on a une problématique de temps, on n'a pas forcément toujours le temps parce qu'on est toujours occupé par nos activités. Mais je me demande si ce métier ne devrait pas être inventé finalement pour favoriser les échanges entre les gens, entre les structures. Je me rappelle à une certaine époque, la ville de Lille avait organisé des déjeuners culture une fois par mois où à 8h du matin, on prenait un petit déjeuner entre 10 ou 15 personnes qui venaient de milieux différents de la culture. Et malheureusement, ça n'a pas perduré, mais ça a amené déjà beaucoup d'échanges entre les différents acteurs culturels, échanger des adresses, échanger des contacts, échanger des projets, et ça aboutit parfois à des projets en commun. Malheureusement, ça n'a pas été assez long pour pouvoir prendre une ampleur encore plus importante. Mais je pense que dans un territoire aussi riche que le nôtre, avec un foisonnement culturel tel qu'il a été évoqué, c'est peut-être intéressant de trouver des moments de rencontre entre les différents acteurs, mais qui viennent de milieux différents, pour pouvoir échanger simplement des idées, apprendre à se connaître. Et à partir de là, il pourrait peut-être germer aussi, surtout dans une époque où l'argent de la culture est ce qu'elle est, de pouvoir mutualiser des projets, et même les enrichir, de les enrichir ces projets avec des idées qu'on n'aurait pas au départ, pour pouvoir unir les forces. On a parlé tout à l'heure d'unir les forces tout à l'heure dans la construction d'Arnzoid. Je crois qu'on aurait vraiment tout intérêt à travailler en intelligence, tous, de façon à pouvoir unir nos forces pour pouvoir développer des choses et finalement garder cet enthousiasme, parce que je crois que l'enthousiasme, c'est quelque chose de plus important. Oui, André Dion. Oui, il y a des micros partout, vous pouvez les faire circuler. Et puis, chers auditeurs, très sages jusqu'ici, n'hésitez pas à fourbir quelques questions pertinentes ou impertinentes, surtout impertinentes.
pour répondre à M. Brice, c'est vrai que la semaine prochaine à Amiens, avec les collectivités territoriales, donc Conseil général, région, mairie, DRAC, conservatoire, oui. Nous avons inventé les JMEC. Les quoi? JMEC. Vous n'êtes pas au courant, M. Juis? Non, non, je suis désolé. Journée C'est pas venu internationale, jusqu'à Paris. Journée internationale de la musique électroacoustique et de la créativité. Donc je trouve que c'est une réponse par rapport à M. Brice. On voulait au départ faire juste une action électroacoustique et c'est le directeur du conservatoire qui a souhaité l'ouvrir aux orchestres, à tout le monde. Donc en fait c'est beaucoup plus complexe. J'ai invité l'Université de Lille qui va participer, j'ai invité Herzog qui va participer. Pour l'instant c'est modeste et je pense que c'est un des possibles, mais il y en aura d'autres. Je ne cherche pas à centraliser sur Amiens. Mais il y a un des possibles de ces rencontres dont vous parliez, M. Brice, ce serait justement à Amiens. Si vous le voulez, chaque année, on pourrait, tant au niveau des technologies, de l'enseignement que des créateurs, se retrouver sur un moment de rencontre, de créativité, avec des conférences, des masterclass, et surtout des artistes émergents. Parce que personnellement, c'est un peu ce qui m'intéresse, le rôle si vous voulez, des scènes nationales, des maisons de la culture. C'est un petit peu, évidemment, de faire tourner en France ce qui est repéré, mais il faut bien qu'ils émergent quelque part. Et je ne pense pas que ce soit le risque que puissent prendre des gros centres comme cela. Non, par contre, d'un point de vue plus associatif, fédératif, on peut tout à fait générer cela. Voilà. Donc c'était l'idée qui serait assez révolutionnaire en France, de créer peut-être ce genre d'émergence, de la souligner, dans une région forte où il y a des énergies fantastiques. Je crois que Thierry Poquet voulait réagir aussi ou continuer. Oui, juste sur l'idée de territoire. Donc moi, ça fait une trentaine d'années que je pratique ce métier d'artiste et que donc je suis confronté aux princes, aux producteurs, etc. Et dans le cadre de l'offre et la demande. Et je remarque actuellement qu'il y a un changement dans cette relation qui me semble aller dans le sens d'imprégner un territoire d'une œuvre. On ne se contente plus de créer le spectacle ou de le jouer dans un lieu, mais on essaie de connecter aux alentours de la salle de spectacle ou du centre culturel, des sphères qui sont des sphères amateurs, des jeunes, des côtés de la société qui ne sont pas forcément des artistes ou des gens qui vont au spectacle, des scientifiques, etc. Et que ça me semble être une évolution. Et à mon niveau, ça impacte également sur la forme artistique. Quand je parlais de forme agglutinante, c'est dans cette idée-là, c'est que j'ai la sensation qu'actuellement, je peux expurger des idées, des énergies, des gens que je rencontre sur des territoires pour écrire une œuvre. Et ça, pour moi, c'est un changement assez radical. Et je le vis sur différents territoires, donc en région Nord-Pas-de-Calais, mais aussi en Rhône-Alpes, mais aussi en PACA, où il y a cette expérience scientifique dont je vous ai parlé, où il y a on met sur des périodes assez longues, du type 1 an et demi, des relations entre des conservatoires, des centres de physique des particules, des gamins, des adultes, des lieux de rencontre qui nous permettent d'écrire aussi. Je crois que tu n'étais pas là ce matin au débat. Non, je n'étais pas là. Mais il était question, malgré tout, à la fois, c'est un changement, ce que tu décris, et en même temps, ça pouvait être une inquiétude, de dire que le cahier des charges qui est demandé aux acteurs culturels a insidieusement évolué, et que d'une certaine manière, toutes ces missions connexes, qui au fond, au départ, avant étaient moins apparentes, réapparaissent sans doute pour des bonnes raisons, et parfois des mauvaises. Oui, alors après, c'est l'histoire de choix. Soit on n'est pas perméable à un changement possible sur sa manière de créer, soit au contraire, on utilise les nouvelles énergies qui sont présentes et on s'en sert pour transformer une démarche créatrice. Bien sûr, je ne parlais pas du créateur. En tout cas, pour moi, je considère qu'il y a un changement qui nous est imposé par la demande. Et donc, voilà. Oui, ma question était de savoir si tu interpellais ce changement et si tu le mettais en question. Je l'avale, je l'intègre, et je l'ingère. Tu ne le discutes pas. La question ne se pose plus, je pense, mais je pense que... Elle est en train de se poser politiquement. Ouais. Oui. Enfin, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire que moi, je veux dire, j'ai choisi de tirer profit, je trouve pas le mot, de tirer profit de cette transformation pour aller vers d'autres types d'œuvres. Et donc ça transforme ma pratique artistique. Et jusqu'ici, je ne vois pas
ça ne m'empêche pas de créer, et au contraire, ça me donne une nouvelle énergie. Ça me permet de me reformuler et de rencontrer de nouvelles personnes, d'écrire dans de nouvelles situations. Et ça m'intéresse. Ouais, mais je crois que ça, c'est une possibilité. Mais déjà, je ne pense pas que tous les programmateurs imposent ça. Mais ça fait partie d'une des possibilités de forme de spectacle, et pas du tout obligatoire, et pas du tout pour tout le monde. Et je pense que ça peut correspondre à votre parcours et à votre envie d'artiste. Mais de là à l'imposer, parce qu'on voit aussi beaucoup de pubs pour du participatif, parce que c'est aussi très à la mode. Et ça, par contre, c'est un petit peu ennuyeux. C'est aussi très à la mode pour les programmateurs d'afficher des programmes, mais regardez, ma salle est pleine parce que je travaille avec une centaine ou 200 personnes de ma propre ville, et forcément, comme il y a les parents, les enfants des parents, etc., ma salle est pleine et c'est génial, et ça fait plaisir au maire, ça fait plaisir à tout le monde. Je ne suis pas sûre que ça fasse avancer pour ça ni l'art ni la musique. Maintenant, je comprends tout à fait qu'un artiste soit intéressé par ce type de projet, s'en empare, et c'est super. Mais je ne pense pas qu'on puisse en faire déjà un dogme et quelque chose d'obligatoire aujourd'hui, comme un espèce de truc par lequel il faudrait passer pour être programmé ou pour pouvoir créer aujourd'hui. Enfin voilà, moi, c'est mon opinion. Oui. Pas de réaction par rapport à ce sujet brûlant? On peut passer à autre chose. C'est vrai qu'à Amiens, toujours, un lieu participatif qui s'appelle la briqueterie, ils ont inventé un projet avec un architecte japonais repéré, qui est venu dans le quartier. Avec le quartier, ils ont inventé plein de choses. Du coup, des jeunes électroacousticiens sont venus collecter dans ce quartier, et j'ai trouvé que ce travail-là est possible. Tu as raison, il ne faut pas le figer comme un dogme. C'est juste qu'il y a quelque chose de nouveau. Moi, je suis assez d'accord avec monsieur. Il y a quelque chose de nouveau qui serait d'exploser les barrières entre un public et des lieux culturels. Parce que oser franchir le seuil, c'est quand même encore un problème. Ça, c'est sûr. Et je trouve que ce petit chemin, fatigant pour l'artiste, c'est clair, mais il est quand même sympathique parce qu'il y a un retour. Il y a quelque chose qui se crée. Je pense à Laurence Vielle, que vous devez connaître, le poète belge, qui, je crois, actuellement à Amiens, est en train de faire un travail dans le quartier, et en fait, écrit ses poèmes à propos d'un collectage qu'elle fait. Et je pourrais citer comme ça beaucoup de poètes qui sont dans ce travail de terrain, et non pas pour faire du social, mais pour aller choper du merveilleux, tu vois, aussi. Et ça, dans l'électroacoustique, le collectage sonore, des fois, j'ai écouté une dernière œuvre d'un jeune homme qui a 20 ans, qui est allé à l'abbaye de Valoir. Il a enregistré dans la journée des petits vieux, des petites vieilles, et le soir, il leur a fait un concert de 10 minutes. C'était magnifique. Il a explosé grâce aux technologies, tout un langage avec des phonèmes et autres. C'était très très beau. Quelque chose qui ne pouvait même pas s'inventer il y a 10 ans. Quelque chose de... Donc c'est possible, parfois. Je crois qu'il y a une parole demandée dans la salle. Non, j'ai pas vu. Oui. Mais il faudrait faire passer un micro si c'est possible. Vous le jetez. Ce serait bien. Oui, donc je reviens sur un point qui est passé un petit peu il y a 10 minutes, je dirais. Mais, donc voilà, je voulais revenir sur la place de l'artiste en devenir, parce que voilà, je trouve que c'est pas vrai que ça circule pas. Personnellement, je suis passée par Arzoid. Je travaille avec l'île 3 en tant que dumiste. J'interviens, je collabore régulièrement avec le Frénois depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des partenariats avec l'IRCAM à l'intérieur du Frénois comme à l'extérieur, avec voilà, les étudiants. Il y a plein de choses de relations qui se tissent. Et je pense que ce que vous avez sémé auprès de vos étudiants pousse et a un sens. Et voilà, moi, je vous remercie tout autant que vous êtes là de cette énergie que vous avez mis, car voilà, ça prend son cours et il faut avoir confiance. Simplement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas visibles, car effectivement, il y a un problème de diffusion.
il y a un problème de diffusion. Effectivement, on donne des petites possibilités de création, on a des aides comment dire, du Frénois, d'Arzoï, de Lightcone, de Détour de Babel, plein de choses comme ça. Mais dans la réalité des choses, effectivement, quand on propose un concert, un spectacle, un projet qui sort des sentiers battus, en tant que jeune artiste, c'est très difficile, très difficile qu'il soit accepté. Donc, soit on fait partie d'une structure vraiment reconnue, soit c'est fichu, quoi. Voilà, on a peut-être la possibilité de faire des petits tremplins comme les 2 tours de Babel, comme je ne sais pas, plein de petites choses comme ça. Effectivement, c'est beaucoup de travail. On tourne une fois, on tourne 2 fois, et après c'est fini. Et donc, à fur et à mesure, c'est quand même assez épuisant. Donc voilà. Difficulté de l'émergence, de l'insertion de l'émergence à l'intérieur du circuit. Surtout dans la région, notamment, je pense qu'effectivement, il y a un grand manque de salles, de plateaux et de lieux de diffusion pour les jeunes artistes. C'est les compagnies confirmées qui tournent, point barre. Oui, non, mais ce que tu dis sur les jeunes artistes, c'est vrai pour les vieux artistes aussi. Hein. Je ne veux pas te décourager, mais la route est très longue. Bah oui. Mais justement, les alliances sont là aussi pour ne pas être tout seul sur les terrains, et c'est là qu'est l'intérêt aussi de ne pas se sentir on est là seul pour parler sur la croisement, oui, et moins pour se désespérer de la solitude. Et nous, structure, on est là aussi pour aider aussi, tant que faire se peut, les artistes qui ont des projets. Bien sûr. Yvan de Cause. Moi, je voulais rebondir effectivement sur ce qui avait été dit. C'est clair qu'il existe des tas de possibilités d'alliances, de collaboration. Enfin, moi, personnellement, en tant qu'artiste, c'est pareil. J'ai déjà eu l'occasion de collaborer avec Artzoid sur le travail des projets, sur des projets sur le numérique. Il y a des tas de partenaires. Le Frénois, c'est pareil. J'avais eu l'occasion de collaborer avec eux sur un projet qui utilisait le multimédia. Mais il n'en reste pas moins qu'on arrive à mettre en œuvre des projets, on arrive à créer des choses, des œuvres, à faire ce travail d'expérimentation, de recherche, ce chemin qui nous permet de proposer quelque chose avec un peu plus de consistance, on va dire, quoi, dans son propos et dans son travail artistique. Mais après, le faire vivre réellement, ça, c'est une difficulté qu'on rencontre tous, quoi. Alors, on l'a entendu déjà ce matin, ces créations qui existent, qui ont 3-4 représentations, puis qui disparaissent. Ça, c'est pas... il ne faut pas l'oublier aussi, je pense, s'il y a une vraie réflexion engagée sur le développement des moyens pour permettre que la création musicale existe et soit représentée et diffusée aussi sur le territoire. Et pas uniquement pour qu'il y ait ces espaces où elle naît, mais aussi pour qu'elle puisse rencontrer un public. Et ça, c'est pas en 1 ou 2 représentations que ça pourra avoir lieu. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'expérience qu'on fait et qu'on maintient avec le collectif, d'avoir une programmation comme ça, hebdomadaire, régulière, petit à petit, sans forcément passer par des stratégies de médiation complexes, qui peuvent être d'ailleurs fort passionnantes, comme on l'a vu tout à l'heure avec les outils numériques. Mais ne serait-ce que l'habitude, en fait, de faire cette expérience d'écoute régulièrement, pour un public, et d'y avoir accès assez facilement, des tarifs raisonnables, etc. Enfin, il y a plein de facteurs qui y participent. Mais petit à petit, il y a quelque chose qui se produit. Quand il y a une transmission, le public se forme, son goût s'aiguise, et ça c'est important, et c'est important, c'est concret, quoi. Ça veut dire proposer des choses, le faire, les diffuser, et avec une certaine régularité, et pas uniquement donner les moyens de créer pour après archiver ça quelque part, quoi. Enfin, J'entends bien. Une des dimensions dont on a peu parlé cet après-midi et qui faisait quand même partie de notre interrogation, c'est celle de, pour dire vite, la mutation numérique a-t-elle d'une certaine manière, et vous venez de le dire, amélioré ou rendu plus complexe cette capacité à croiser, à créer du réseau, à mettre à la connaissance de tous. Clarisse nous a présenté un système d'une certaine manière qui
par son accessibilité, permet au fond une extension de la valeur même artistique et de lui donner d'autres dimensions? Est-ce que le travail qui est fait au Fresnoy, au fil des années, on se rend compte que ça facilite quelque chose ou ça le complexifie du fait que la complexité est encore plus grande? Ça, c'est une question qui est assez cruciale aujourd'hui. Parce que tout le monde mythifie beaucoup le numérique en disant par ce biais-là, tout va être possible. Visiblement, toutes les interrogations qu'on a cet après-midi n'ont pas été changées d'un iota par ce que nous venons de dire. Il y a plusieurs points de vue, en tout cas point de lecture sur cette question-là. Déjà sur le terme mot de numérique pour nous, enfin, oui. On n'en fait pas. La création numérique, c'est pas une catégorie. Non, mais c'est la création contemporaine. C'est tout une manière pour d'aller nous. vite. Mais c'est vrai que la mission du Fresnoy est d'inviter des jeunes artistes à explorer les technologies en question, donc ou celles qui émergent. Et effectivement, ça complexifie aussi, mais en tout cas, ce qu'on a pu remarquer, c'est que notamment dans les relations avec les laboratoires, c'est aussi parfois des imaginaires qui se croisent. Un imaginaire scientifique qui peut être très très riche, singulier, etc., avec un imaginaire, celui d'un artiste, ça peut donner des projets, ça peut donner une simple discussion, ça peut amener vraiment un développement carrément d'une collaboration. Là, il y a un peu tous les cas de figure, en fait. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'au Fresnoy, les jeunes artistes viennent d'horizons les plus différents. Ils viennent de la région, ils viennent de France, d'Europe, du monde entier, donc ont tous un rapport avec la technologie très différent, une histoire avec ça, une relation avec ça. Donc c'est un problématique complexe en tout cas. Clarisse, peut-être une réponse ou une réflexion? Alors il y a plusieurs choses. Peut-être pour vous donner un exemple, donc Arte a ce site internet qui est Arte Live Web. Oui. Bon, grosso modo, donc ils font la captation intégrale des spectacles. Il faut savoir que la moyenne en fait, de visionnage de la part des spectateurs est de 10 minutes. Voilà. Oui. Donc ça dit beaucoup de choses aussi sur la manière... Sur les spectacles transmis en intégralité. Voilà, sur les spectacles transmis en intégralité sur ce site internet d'Arte qui est considéré comme, je dirais, l'une des sources les plus importantes de diffusion finalement des arts de la scène au sens très large vis-à-vis du grand public. C'est-à-dire 10 minutes sur... C'est vrai que ça fait un ratio... Donc ça donne une idée de la manière aussi dont Internet n'est pas forcément la solution pour la diffusion. Par contre, je pense qu'elle a beaucoup changé la pratique des programmateurs. C'est-à-dire que les programmateurs ne sont pas toujours dans les salles de spectacle et par contre ont accès à un certain nombre de spectacles qu'ils ne peuvent pas aller voir parce que c'est impossible d'aller voir toutes les propositions, mais via ce biais justement de la diffusion, de la captation vidéo en ligne. Donc voilà, donc ça change une des pratiques professionnelles de manière très simple. Hein, mais, oui, la mise en réseau de l'information est plus facile. La mise en réseau de l'information. Je crois que l'une des choses sur laquelle on avait essayé de travailler au niveau du CECN2, puisque c'est un projet donc, que j'ai porté pendant quelques années et qu'on a évoqué à plusieurs reprises, c'est d'essayer justement de créer des passerelles entre des partenaires qui vont être des partenaires de production et des partenaires qui vont être des partenaires de diffusion. Justement pour faire en sorte que les projets ne soient pas abandonnés au moment où ils peuvent commencer à être diffusés. Mais qu'autour de la table, au moment où on travaille ensemble sur quel projet on va soutenir, eh bien, on puisse discuter avec tous les regards qui étaient présents à ce moment-là, justement sur la manière dont un projet va pouvoir être accompagné dans des structures de résidence, des structures de recherche, des structures de production, pour aller ensuite directement vers la diffusion et que cette diffusion soit garantie dès le début du projet. C'est qu'on avait vraiment pensé le projet comme ça, et ça, je crois que c'est assez fondamental. Après, sur les technologies, moi, donc il y a les technologies sur la médiation numérique, etc. Je ne suis pas sûre que ce soit la panacée, je crois que c'est un plus, que c'est quelque chose qu'il faut explorer, que malgré tout, effectivement, les réseaux sociaux sont présents et qu'on a absolument besoin de mettre une documentation en ligne et qu'après cette documentation, il faut être en mesure de l'accompagner par une explication, par une annotation, d'où ce que j'essaye de mener en termes de plateformes et de mise à disposition d'outils qui sont aussi des outils open source, gratuits, dont les gens peuvent s'emparer facilement. Je crois que ça fait partie aussi des missions qui sont les miennes, en tout cas en tant que chercheur, payé par l'État et par ailleurs fortement accompagné par le ministère de la Culture, qui a beaucoup soutenu ce projet.
et qui continue à le soutenir, c'est d'essayer de trouver à un moment donné des petites briques qui vont peut-être permettre de faire basculer et surtout d'expliquer, de rendre la pédagogie possible, de permettre ce que vous disiez d'une écoute plus fine, et de tisser aussi des liens entre les projets. C'est-à-dire qu'on peut commencer par un premier web documentaire, mais qui va renvoyer à un autre, et puis essayer d'aller de fil en aiguille. Je ne sais pas si les gens iront au-delà de 10 minutes, mais je crois qu'il y a beaucoup d'amorces de ce point de vue-là qui sont des petits cailloux. Mais moi, les petits cailloux, je pense qu'ils sont vraiment importants.